Les régionales, comme les départementales, sont de mieux en mieux précisées. En tout cas, là, au moins, on sait que les candidatures ont été posées, en tout cas pour les départementales. On va voir pour les régionales, voir aussi comment je veux dire, cette campagne va se mettre en place parce que déjà les listes ne sont pas simples. Le programme, on commence à le voir, mais on va voir qu'aujourd'hui, l'économie réunionnaise est en difficulté et voir ce que les chefs d'entreprise en pensent, c'est quasiment réunionnais. Bonsoir Gilles Payette. Bonsoir. Quand je dis que l'économie réunionnaise est en difficulté, est-ce qu'on parle de quelle économie réunionnaise on parle? Est-ce qu'on parle des patrons qui ont pignon sur rue et qui ont pas facilement à voir des l'URSSAF qui donne un coup de main, les impôts qui donnent un coup de main, où on voit les petites entreprises qui n'ont pas ces coups de main-là et qui doivent vraiment tout régler, tout faire et réussir les mêmes choses avec moins de moyens et moins d'argent. Cette réalité-là, elle est vraie. Mais elle est tellement vraie qu'il y a les indicateurs sont en face de nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus de 70% des entreprises sont en grande difficulté. D'ailleurs, sur ce sujet-là, la Chambre de commerce a lancé une enquête auprès de l'ensemble des ressortissants qui va probablement sortir dans les prochains jours et attendons le résultat pour le confirmer. Et je pense qu'il y a un autre indicateur important, c'est le ministre de l'économie actuel, M. Le Maire, a mis sur la table un projet de dire il faudrait peut-être envisager de supprimer des dettes fiscales et sociales sur les entreprises en difficulté. Mais après, il y a la situation, la crise sanitaire qui a impacté directement le tissu économique. Donc, en premier lieu, pour répondre à la question, ce sont les PME, TPE, les artisans, commerçants, les indépendants du milieu général qui sont victimes de cette crise sanitaire. Donc, par conséquent, la dette, elle est conséquente. Et faire semblant de regarder ce problème-là ne va pas résoudre la situation. Parce que dans le cadre des élections régionales, la première question que je me pose, je me dis, on peut bâtir le plus beau projet, mais si on le bâtit sur un socle qui est extrêmement fragilisé et qu'on ne met pas en place des mesures pour assainir la situation, à mon avis, ce projet n'a pas de sens. Il y a le contexte économique et il y a aussi le contexte politique, voire électoral. Fin juin, 20 et 27 juin, départemental et régional. Au mois de fin avril, début mai, il y aura donc la présidentielle. Est-ce que ce contexte politique ne va pas compliquer justement l'assainissement des dettes, que ce soit sociales ou fiscales? Écoutez, on en parle déjà. Il y a la crise sanitaire, mais cette crise sanitaire-là, il peut entraîner, je vais aller très loin, un tsunami économique. Ça veut dire que les faillites, les dépôts de bilan est déjà annoncé. Et on peut attendre les effets néfastes avant la fin de l'année 2021. Et je pense que le gouvernement a pris la mesure de ça. Et c'est un sujet qui ne peut pas être occulté aujourd'hui. Il y a un contexte, je vous coupe, il y a un contexte, c'est que la question du gouvernement, c'est est-ce qu'on laisse toutes les entreprises, enfin un grand nombre d'entreprises aller à la faillite et après voir leur capacité à repartir, ou est-ce qu'on essaye d'en sauver le maximum pour maintenir un socle économique? Parce que c'est un petit peu le choix qu'a aujourd'hui le gouvernement. Et justement, la suppression des dettes sociales et fiscales est liée également à ça. Quel va être le choix du gouvernement? Est-ce qu'il faut faire table rase du passé pour une nouvelle économie, ou est-ce qu'il faut essayer de maintenir en l'état le maximum d'entreprises pour éviter justement l'effondrement de l'économie et aussi de la société? Alors, sur ce point, je répondrai. Récemment, je lisais dans une revue spécialisée dans le domaine économique que les grandes instances bancaires internationales, mondiales, préconisent au gouvernement de laisser tomber les petites entreprises qui sont en difficulté parce que ça risque de fragiliser le système bancaire. Donc si les gouvernements, et précisément le gouvernement français, s'arrêtent à cette analyse-là,
à mon avis, il va droit dans un mur. Parce qu'aux prochaines présidentielles, allons parler concrètement, un chef d'entreprise sur tout le territoire national et dans les DOM qui ont subi le contre-coup de la crise sanitaire et qui voient aucune mesure concrète et précise, et la main n'a pas été tendue à ces chefs d'entreprise-là, on les laisse couler, pensez-vous que ces gens-là vont voter pour le gouvernement actuel? Je pose une seule question. Après, à chacun de faire son choix. Mais au-delà de cet aspect politique, la question principale, l'axe principal, est-ce que nous pouvons laisser mourir nos activités de proximité? C'est-à-dire la France profonde, les petits commerçants du coin, les artisans du coin, cette activité-là qui fait vivre le pays. Est-ce qu'on peut laisser tomber ce tissu économique-là? La réponse est non. Alors c'est à eux de prendre les leviers. Après l'effacement de toute la dette, ben oui, ça amène débat. Ça amène un gros débat. Mais posons le problème sur la table. Apparemment, j'allais dire que sur le fond, l'accord est pour vraiment d'assainir les dettes, d'aider les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Mais la question est de savoir comment le faire. Alors, je pense qu'il y a véritablement deux problèmes qui tournent autour de l'entreprise. Un, préserver l'activité. Et forcément, si l'activité n'est pas préservée, c'est une vague de chômage qui va avoir lieu en France, inévitablement. Donc, il y a le problème des dettes sociales, mais il y a aussi demain la relance économique. Et là, on parle des élections régionales, c'est sur ce volet-là qu'on attend les prochains candidats. Qu'est-ce qu'ils nous proposent sur le volet de développement? Assainir, que ce soit nous, on a fait des propositions. On sait comment attaquer ce problème-là. Mais quand ce problème-là, si il aboutit dans le sens de l'attente de nos chefs d'entreprise, quelles est devant nous les perspectives d'avenir? Et nous attendons les candidats là-dessus. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Je répète, il y a un souci, c'est que, encore une fois, c'est quelle économie va être mise en place par le gouvernement. Parce que ce qui s'est passé en 40 ou 50 ans, c'est que l'économie a beaucoup évolué. On n'est plus... Je veux dire qu'en termes de main-d'œuvre, on n'utilise plus la main-d'œuvre comme avant. On a besoin de moins en moins d'une main-d'œuvre humaine, on a besoin de plus en plus de machines, d'ordinateurs, et entre ceux qui ont été formés à la vieille économie, entre guillemets, sans être péjoratif, et à celle qui est dans une économie novatrice, on voit bien que on n'a pas fait le choix. Ils ne savent pas dans quelle direction aller. Alors, comment faire pour changer, pour innover, et en même temps, parce que la question est là, en fait, c'est là le point crucial, c'est qui garde le pouvoir? Oui, la question est centrale. Mais je veux dire qu'après, il y a l'évolution de l'économie. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est le numérique. Mais ça, on sait bien qu'on ne pourra pas s'y opposer. Aujourd'hui, on a des facilités, même dans les départements d'outre-mer, de faire des transactions commerciales, des échanges avec des pays, la Chine, la Turquie, les pays de l'Europe, etc. Donc, on est dans une mondialisation. Ça, c'est incontournable. Maintenant, quelle va être la part de la France dans cet environnement mondialisé? Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'usines ont disparu en France. On parle de relocalisation. Je pense qu'en dehors de l'assainissement des dettes sociales et fiscales, il y a une urgence et il faut que ce débat-là soit inscrit dans le débat aux prochaines présidentielles. Est-ce qu'on peut garder le régime de cotisation sociale et fiscale en l'état si on veut relocaliser notamment l'industrie en France et maintenir les entreprises dans son environnement économique. Parce qu'on est le pays le plus, en termes de charges et de taxes au niveau des impôts, on est dans le tableau de tête, on est les premiers. Et quand on voit autour de nous, on a des pays qui ont touché ce problème-là. Alors je dis pas, bah oui, on va mener le débat, dire si on peut pas avoir une économie qui fonctionne bien et que les gens soient pas protégés. Vous savez, la protection sociale, elle est importante. Mais est-ce que la protection sociale doit être la priorité de toute la priorité? Alors on va me dire, oui, on est dans une situation de crise sanitaire, mais il faut qu'il y ait une relance demain. La relance, inévitablement, parce qu'après, il y a un problème de compétitivité. Si nos prix sont trop chers,
en France, parce que dû à une lourdeur de la taxation, on ne pourra pas être concurrentiel avec d'autres pays. Il est là le vrai débat. Donc, quand vous voyez en Europe aujourd'hui, le gros marché se fait en Asie, se fait dans d'autres continents, mais pas en Europe. Il y a même des entreprises françaises, au lieu de faire travailler des entreprises françaises, font travailler des entreprises en Chine. Donc ça veut dire, c'est un volume d'affaires qui échappe à la France. Donc qui échappe à la France, c'est de l'activité, de l'emploi, etc. Il y a quand même cette question à laquelle il faut répondre. Alors effectivement, la protection sociale à la française est l'une des meilleures en Europe et dans le monde. Est-ce qu'il faut toucher à cette protection sociale ? Alors, là-dessus, c'est pas facile. Mais il y a deux choses. Si on touche à la protection sociale, c'est d'obliger une partie de ces personnes qui sont en capacité d'activité professionnelle à se remettre au travail. Ça, c'est quelque chose que certains souhaitent. Et puis, il y a le fait aussi que certains dirigeants, certains hommes de pouvoir souhaitent mettre en place le revenu universel pour ceux qui ne travailleront sans doute jamais de leur vie et qui, toute leur vie, toucheront un revenu comme le RSA jusqu'à leur retraite. Alors, quelle doit être la protection sociale ? Qu'est-ce qui doit être fait ou pas ? Et c'est là, Giraud Payette, que se pose tout le problème. Dans quelle société veut-on vivre ? Et dans quelle société, quelle entreprise on veut pour cette société-là ? Alors justement, quand on parle du débat de la révision, la réforme de la taxation et des charges sociales en France, on va être encore taxés, nous les chefs d'entreprise, en disant, voilà, ils veulent encore des exonérations. Mais je pense que le problème doit être traité d'une manière globale. Il y a effectivement assainir la situation d'entreprise, préserver l'activité économique. Et le deuxièmement, c'est aussi dire aujourd'hui en France, les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de manœuvres pour s'inscrire dans une négociation salariale. Parce que l'enjeu, il est là aussi. Demain, il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. Et le pouvoir d'achat passe par quoi ? Par le salaire. Donc, il faut trouver l'équilibre. Bien sûr qu'il ne faut pas enlever la protection sociale. On est bien d'accord là-dessus. Mais il faudrait qu'on se mette sur la table, d'une part, trouver un équilibre pour que les entreprises ne soient pas supportent le poids des charges sociales et fiscales. Deuxièmement, une marge de manœuvre pour faire de la négociation salariale permettant aux salariés de percevoir un revenu correct et qu'on ne perde pas les garanties de la protection sociale. Mais il faut mettre le problème sur la table. On l'a vu depuis 1984 avec l'instauration du RMI par Michel Rocard, qu'il y a une volonté j'allais dire, de placer des êtres humains dans une situation où ils ne sont plus revendicatifs. D'accord ? Aujourd'hui, mettre des gens au travail, c'est les retrouver dans la rue pour réclamer l'augmentation salariale, pour réclamer des meilleures conditions de travail. On a vu que les gouvernements successifs de cette 5e République française a tout fait pour essayer de casser au maximum les syndicats, de casser toute revendication. Aujourd'hui, vous pensez qu'il peut y avoir un changement ? Pour moi, l'erreur est profonde. On ne peut pas casser le dialogue social. Il faut qu'il y ait en face des chefs d'entreprise des salariés organisés. Le gouvernement, lui, doit avoir une position d'arbitrage pour pouvoir prendre des décisions. Mais il est clair que quand les gens descendent dans la rue, c'est dû au bas salaire, c'est dû au coût de la vie, il y a un certain nombre de problèmes. En France, on dit aujourd'hui que le point de vue de la sécurité est un problème important, très important. L'environnement est un problème important. Mais la situation des citoyens, la situation salariale, il va falloir en parler. Donc ce sont des débats. Et il faudrait de plus en plus qu'on s'enfonce dans ce débat-là, qu'on ne reste pas enfermé avec des idées qui sont totalement à côté de ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de salaire, les entreprises disent, si on était moins taxé, on pourrait payer de meilleurs salaires. Évidemment.
Évidemment, quel chef d'entreprise est contraire à une bonne négociation salariale? Mais aujourd'hui, il y a trop de freins, trop d'obstacles en face de lui. Il n'a pas la main, il n'a pas les mesures de discuter. Mais ça, ce problème, ce frein, cet obstacle, c'est à nos gouvernements de réfléchir. C'est-à-dire assouplir la situation, l'environnement de l'entreprise, pour que les entreprises puissent discuter sur l'augmentation salariale. Un pays qui a une bonne politique salariale et qui a des marchandises à des coûts corrects, c'est toute une économie qui redémarre. Donc on ne peut pas en permanence marcher à coups de mesurettes. En France, on fait des mesurettes. Donc je pense que le moment est venu là, profitons de cette crise sanitaire, et nous le souhaitons tous, une relance économique. Dans le cadre du plan de relance de l'activité, il faut débattre de ces sujets, c'est incontournable. Mais le problème, c'est qu'au niveau politique, on le voit, la frilosité des hommes politiques. Bien sûr, au-dessus, il y a les grands patrons, c'est eux qui tranchent, c'est eux qui décident, et on voit que les politiques sont pris entre deux feux. Entre la volonté de dire on essaye de sauver les entreprises, de les maintenir et de les développer, entre la volonté de certains de mettre sous les noir la plus grosse partie de la population pour éviter les revendications, on en revient à cette question-là. Quelle société on choisit? Alors, vous prenez le cas de La Réunion. La Réunion, aujourd'hui, on a un taux de chômage qui dépasse toutes les chiffres. Là, on revient sur le cadre des élections régionales. À travers les élections régionales, je rappelle, la région a une forte compétence en domaine de formation professionnelle, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Mais là où est essentiel, c'est qu'elle a aussi une vocation de construire des lycées, de faire des routes, etc. Tout ça, ça entraîne de l'activité économique. Donc aujourd'hui, quand on regarde à La Réunion, le débat sur les projets pour La Réunion purement, pour répondre à cette urgence sociale, qui est le taux de chômage, les bas salaires, etc., on ne voit rien. Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc il ne faut pas non plus tout attendre du gouvernement. Il faut que localement, qu'on puisse mettre sur la table un projet de développement et inclure dans ce projet de développement tous nos points faibles, donc le problème du chômage, dont les bas salaires, donc les entreprises en difficulté. Tout ça doit être vu et revu. Et en fonction du bilan établi, mais c'est aux politiques, à travers le programme d'action qu'ils veulent porter, d'apporter des réponses là-dessus. Aujourd'hui, c'est le flou artistique, hein. Il y a rien. Oui, parce que les politiques ont passé leur temps à essayer de mettre sous les noirs les syndicats, de mettre sous les noirs toutes les contestations, pour ne plus avoir d'opposition. Même là, dans cette crise Covid, on le voit, que le pouvoir n'aime pas avoir de contradicteurs. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui essayer? Est-ce qu'il faut dire que nous devons, tout le monde, être d'accord sur un élément et partir? Ça va devenir, j'allais dire, que s'il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de discussion, on va être un système dictatorial. Allons dire ça même. Jusqu'à maintenant, c'est allons divise tout le monde pour que nous ne soyons pas emmerdés. Ouais. C'est ça le truc. C'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que nous devons rester encore là-dedans? Apparemment, il y a des générations qui arrivent derrière nous. Oui. Il faut qu'on prépare un environnement beaucoup plus intéressant que celui qu'on est en train de vivre dedans, là. Donc, qui peut faire ça? Mais ce sont nos élus, c'est eux qui peuvent porter à Paris des propositions. Je ne pense pas qu'il faudra demander aux élus de faire ça. Je crois qu'il faut demander aux citoyens de le faire. Les citoyens, comment ils vont faire? Comment ils sont organisés? C'est à eux si on ne demande pas aux élus de faire, à quoi ils vont servir alors? On voit bien que ces dernières années que les élus sont de plus en plus éteints. On voit que... c'est un constat grave quand même. S'ils sont éteints, ça veut dire qu'ils ne servent à rien. C'est même pas un constat grave. Ouais. Ils se contentent du code des communes, ils respectent leurs prérogatives et ils vont pas plus loin. Il n'y a plus j'allais dire, ces innovations d'avant, la volonté de création. Chacun, à chaque fois, on le voit dans les comités de communes, on crée toujours des SEM, on crée toujours des trucs pour placer un copain, pour qu'il ait un salaire, un bon salaire qui plus est. Et qu'est-ce que la structure apporte vraiment? Exactement, on est là-dessus, mais il ne pourra pas dire le contraire. Mais est-ce qu'on doit continuer à évoluer dans ce régime-là, dans cette affaire? Vous savez, dernièrement, on me parlait, j'entends parler, comme beaucoup d'autres, d'un projet réunionnais. Alors je me pose la question, je n'ai pas vu le contenu, donc j'aimerais bien jeter un coup d'œil dessus. Mais ma première question,
est-ce que ce projet-là, par rapport au statut dans lequel nous sommes aujourd'hui, sans vouloir bandir le spectre de l'autonomie, de l'indépendance. Est-ce que le statut, comme vous voulez dire, par exemple, de la départementalisation, régionalisation, etc., nous peut mettre en œuvre un projet comme ça? Est-ce que la question qui devrait se poser aujourd'hui, il a été vu par le passé, est-ce qu'il faudrait qu'on aille plus vers la décentralisation? Ce sont des vrais débats, ça. Oui, et pour montrer à quel point c'est complexe, ne serait-ce que sur l'Assemblée unique à La Réunion. Avoir une assemblée unique pour faire fonctionner une île qui comporte moins de 900 000 habitants. Même ça pose un problème. Voir à quel point c'est pas facile d'être dans la politique, de travailler avec la politique. Ben justement, là, vous posez la bonne question. Aujourd'hui, on a plusieurs collectivités. Vous avez la mairie, vous avez les intercos. À travers ces mairies interco, il remonte encore des SPL, vous avez la région, vous avez le département. Comment veut le citoyen retrouver dans tout ça? Il crée un tas d'affaires, comme si qui veut noyer le poisson, embrouille à nous ne comprend pas rien dedans. Donc, moi, en tout cas, je défends la position d'un système de centralisation. On n'a pas besoin, si on veut porter un projet, développer une région, on n'a pas besoin de 50 000 collectivités. Il serait même plus d'élus de proximité qui font un travail auprès des citoyens que d'avoir un paquet de collectivités et les élus les dedans. Et comme on disait tout à l'heure, ils plient devant un code de fonctionnement et le code, il prévoit pas ça, et alors qu'il répond pas à la réalité. Oui, mais surtout que le code les protège. Protège leur pouvoir. Mais est-ce que nous doit, par rapport à la crise sanitaire actuelle, on parle le mot est adapté à mon sens. Adapté. Aujourd'hui, on parle de virus, mais même notre société, on le sent bien là. Elle est en pleine mutation là. Oui. Il attend quelque chose là. Oui. Mais c'est quoi ce quelque chose là? Nous voit pas? Non seulement la société est en mutation, mais surtout l'être humain qui a reçu l'être humain coup sur la tête mutation. Et qui va devoir repenser. On est bien d'accord. Ouais. L'être humain. On se pose tous des questions. Quel est notre avenir? Quel avenir il pourrait voir pour notre maman? C'est quoi? Ben là, nous les aveugles, nous voyons le noir devant nous, on n'a pas rien. Mais c'est à qui d'apporter une lumière dans cet avenir-là? Si ce ne sont pas des élus, que le peuple dans lequel il a fait confiance. Alors, qui va faire? Moi, pas de mandat politique. Moi, un simple citoyen, m'y contribue à mon niveau, ce que m'y peut faire. Mais tout le monde doit mettre du sien, c'était une évidence. Mais crois-moi, le système tel qu'il est conçu, il facilite pas non plus les initiatives. Hein. Non seulement ça, mais je vais mettre les pieds dans le plat, Jérôme Payette. On termine l'émission là, hein. Mais je vais faire une passerelle pour la prochaine rencontre. Mais ça, c'est les politiques. On parle de politique. Mais les chefs d'entreprise eux-mêmes, ils font pas mieux. Alors, mais nous aussi, on a nos responsabilités. Non. On est d'accord là-dessus. Je ne trouve pas le débat là. Je vais juste planter le décor de la prochaine rencontre. Oui. Si on prend les chambres consulaires qui sont gérées par des chefs d'entreprise, vous êtes d'accord avec moi que la semaine prochaine, il y aura beaucoup à dire là-dessus? Je pense bien. D'accord? Je pense bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et on va voir que les chefs d'entreprise qui ont des décisions à prendre, malheureusement, ne font pas mieux. Oui, mais on doit assumer nos responsabilités aussi dans cet élan de dire il faut construire une nouvelle société. On doit prendre notre part. Et c'est pas en se cachant derrière des textes de loi ou des élus en permanence, nous sommes des élus aussi. Oui. C'est-à-dire nous les élus, les députés, les sénateurs, les maires, les présidents d'interco, etc., il faut qu'ils ouvrent leur portefeuille pour parler avec le monde économique. Là, je sais pas, donc j'ai pas vu toutes les listes, mais les listes qui sont en train d'être établies, à travers ces listes-là, on ressent bien, ce sont des accords purement politiques. Et tous les aspects, parce que la région, c'est quand même l'organe principal qui développe l'économie. Et on sent qu'il y a un vide là, sincèrement. Il faut que nous aussi, on devrait prendre notre place. Pas dire monter une liste, c'est pas ça le but. On va pas encore diviser les choses. Mais nous, personnellement, en tant que chef d'entreprise, nous attendons beaucoup sur ces régionales. Merci, Jérôme Payette. On reviendra la semaine prochaine là-dessus et on verra un petit peu que le contexte sera un peu plus complexe qu'on vient de le dire pour l'instant. Merci, Jérôme Payette. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.